Selon le règlement, les 3 pays de l'AES cesseront officiellement d'être membres de la CEDEAO à partir du 29 janvier 2025. Toutefois, l'organisation ouest-africaine a décidé de mettre en place une période de transition qui durera jusqu'en juillet 2025. Un mot sur cette situation rapidement. Yacouba Doumbia. Alors, je pense que la CEDEAO, c'est vraiment l'ultime... comment je peux qualifier ça? La CEDEAO tend la main pour la dernière fois aux pays de l'AES. Parce qu'au fond, une rupture de la CEDEAO avec les pays de l'AES n'est pas à l'avantage des pays de l'AES. J'ai quelques chiffres. L'AES, c'est 12% en termes de démographie, 12% des populations de la CEDEAO. L'AES, c'est moins de 10% en termes de PIB. L'AES, en ce qui concerne les exportations vers les pays de la CEDEAO, donc à partir du Mali, du Burkina et du Niger, en termes d'exportation, c'est 2%. L'AES, en termes d'importation, à partir des pays de la CEDEAO, c'est 37%. Et les 63%, c'est la France, c'est les États-Unis, c'est la Turquie, c'est l'Inde. La rupture avec les États de la CEDEAO aussi, c'est aussi la rupture des accords de partenariat économique, surtout sur les questions d'ordre énergétique. Parce qu'il y a ce qu'on appelle le pool énergétique ouest-africain qui gère tout ce qui est question d'énergie. Et les pays de l'AES, fortement dépendants de l'énergie produite par la Côte d'Ivoire, par le Sénégal, par le Ghana, par le Nigeria, c'est aussi autant de difficultés. Le seul avantage, ou du moins le seul inconvénient de ce départ, c'est la réduction du nombre. Parce qu'on est 15 pays, on sera 13 pays. Donc, ce qui se passe, c'est que l'AES a beaucoup plus à perdre. Et l'AES apparaît en réalité comme une association de vulnérabilité plutôt qu'une association de pays ayant une vision. Ok. Docteur Paul Agoubli, cette situation, donc la CEDEAO, qui donc maintient ses portes ouvertes jusqu'à une certaine période pour permettre à l'AES de revenir, mais d'un autre côté, les dirigeants de l'AES qui disent on ne reviendra pas, ça c'est sûr. Par contre, la circulation dans notre espace pour les ressortissants de la CEDEAO sera sans visa. Oui, mais parce que ce qui était le postulat de base depuis toujours, c'était de prendre acte du fait que les populations sont interconnectées, qu'elles constituent de toutes les façons un même peuple. Et donc, le changement au niveau institutionnel et à l'intérieur des pays ne change en rien, a priori, cette interdépendance, cette interconnexion entre les peuples. La formulation de la question nous permet de noter un changement de ton décalé entre les deux moments. D'une part, on avait la CEDEAO qui haussait le ton par rapport aux pays de l'AES désormais, et on voit que la tendance donc est inversée. Vous voyez, je pense que le ton que prend la CEDEAO désormais est intéressant parce qu'il permet effectivement de poser calmement le débat de sorte qu'une solution puisse être trouvée même dans la durée. Donc en ouvrant la possibilité du débat jusqu'au bout, dans la durée, il y a des moments où il y a des possibilités de revenir à des situations conciliantes pour permettre d'avancer. Parce qu'on ne peut pas se payer le droit, disons les choses comme elles sont. Vous voyez, il risque de s'installer, il y a plusieurs poches de conflits dans le monde aujourd'hui. Vous avez donc en Europe de l'Est, vous avez donc la Chine avec Taïwan, et puis aujourd'hui, vous avez au niveau de notre sous-région ouest africaine un positionnement qu'on ne comprend pas trop entre grandes puissances qui pourraient justement de proche en proche se faire donc disons simplement les choses de la guerre par pays interposés. Donc c'est à nous à rester suffisamment mesurés, à rester suffisamment concentrés sur les intérêts qui sont les nôtres pour ne pas prêter le flanc justement à disons à des jonctions dont on ne maîtrise pas forcément toujours l'intérêt. La pureté idéologique qui a amené à tout ça, en fait, en gros, quel est son intérêt? Au nom de la démocratie, on a mis une pression si forte que finalement, on n'a pas su voir qu'au-delà de tout cela, au-delà de cette pureté idéologique-là, comme je dis, il y a des intérêts vitaux des êtres humains simplement qu'on peut préserver sans avoir à aller à des crises qui peuvent dégénérer vers des choses, n'est-ce pas, qui n'arrangeraient personne. Michel Betta. Oui, moi j'observe qu'un des défis que pose l'AES à la CEDEAO, c'est le défi sécuritaire. Et sur ce plan-là, je crois que la CEDEAO a en vue
de mettre en place la force d'interposition, comme on le dit. Mais je pense que sans l'implication des pays de l'AES, nous serons tous vraiment menacés, en danger. Parce que par tous les moyens, le terrorisme peut se développer dans d'autres pays à côté des pays de l'AES. Donc, pour ma part, c'est vrai qu'aujourd'hui, la CEDEAO a acté leur départ. La CEDEAO tend aussi la main, mais je crois que l'appel doit être plus du côté des tenants de l'AES. Il faut les inviter à faire vraiment preuve de, comme on l'a dit, preuve d'un peu d'élévation d'esprit et surtout, comme on l'a dit, d'humilité. D'humilité surtout, parce qu'une crise n'arrangerait pas la sous-région. Aujourd'hui, je vois quand j'observe un peu, le monde est bouclé en conflit, on peut le dire ainsi. Quand tu vas en Asie, quand tu ailles en Syrie, tout le monde est concentré sur un conflit. Mais si un conflit éclatait dans notre région, vraiment, je crains fort qu'on n'ait plus quelqu'un pour nous aider à atteindre le feu, comme on l'a vu par le passé. Donc, il faut éviter autant que faire se peut que la situation devienne plus alarmante au plan sécuritaire. Bien compris. Landry Cuyo. Merci, Evelyne. Très rapidement. Dans la vie des nations, il y a du mouvement. On peut coaliser, se séparer, coaliser à nouveau et se séparer. Il ne faut même pas en avoir peur un seul instant. Ça fait partie du mouvement de l'histoire. Aujourd'hui, les États comme vous pouvez avoir une amie et puis vous séparer pour des questions d'intérêt. Sauf que vous avez un emploi ailleurs et puis vous ne voyez plus, alors que vous étiez là tout le jour ensemble. Il n'y a qu'au niveau de l'AES, les dirigeants ont décidé de pouvoir regarder dans un autre sens. Mais je ne crois pas un seul instant que ce soit suicidaire pour eux. Ils pensent, pour eux, qu'il est bon pour leur pays et pour leur peuple d'emprunter une autre voie, et que n'emprunte pas forcément la CEDEAO. Mais cela n'empêche pas un seul instant que la constitution de ces deux blocs-là ne laisse pas apparaître ou de maintenir des relations politiques, diplomatiques, économiques, commerciales, d'autant plus qu'il y a une imbrication sociologique et qui est une réalité historique. Nos gouvernements n'ont pas perdu la tête, bien au contraire. Et je crois que cette période de transition-là sera le temps que les dirigeants se donneront afin de pouvoir régler ces questions-là. Parce que personne n'a intérêt à ce que l'un soit ostracisé ou le sentiment qu'il est puni. Ça ne sert à rien de pouvoir exacerber les tensions, bien au contraire, il faut pouvoir les apaiser et créer un cadre de collaboration qui va pouvoir exister entre la CEDEAO et les pays de l'AES, qui demain pourraient revenir dans la CEDEAO ou que la CEDEAO puisse entrer dans l'AES. Tout dépendra du mouvement de l'histoire. Merci Landry Cuyo. Geoffroy Kwao. Oui, je me dis que les relations internationales s'articulent autour de deux instruments, le multilatéralisme et le bilatéralisme. Le multilatéralisme fonctionne dans le cadre d'organisations internationales comme la CEDEAO, c'est-à-dire la mutualisation des efforts dans un domaine donné. Et c'est le cas de la CEDEAO. Maintenant, les pays de l'AES décident de quitter la CEDEAO. Ce n'est pas la première fois qu'un pays quitte la CEDEAO. La Mauritanie est partie en 2000. Et donc, si le Mali, le Niger et le Burkina sont bons, cela ne veut pas dire qu'il y a rupture des relations avec les autres pays de la CEDEAO. La CEDEAO n'est pas une fédération. C'est une organisation internationale, donc les États restent souverains. Et dans le cadre bilatéral, il y aura toujours des accords entre la Côte d'Ivoire, le Niger, entre le Niger, le Nigeria, entre le Mali, le Sénégal, etc. Donc, pourraient, n'est-ce pas, ces accords bilatéraux pourraient, n'est-ce pas, conserver les accords commerciaux et autres. Maintenant, quand on dit que ce sont les pays de l'AES qui sont extrêmement perdants, faisons très attention. D'où vient le bétail que nous consommons en Côte d'Ivoire? D'où vient l'oignon que nous consommons en Côte d'Ivoire? Ce qui veut dire que si on veut faire une rupture, il y aura une inflation sur notre marché. Le port d'Abidjan, d'où tire-t-il ces choses? Vous savez combien représente le Burkina, le Mali, dans le transit au niveau du port d'Abidjan? Donc c'est collatéral. Vous voyez, ce qu'il faut faire, et autre remarque, c'est que la CEDEAO, pour une fois, est en phase avec l'AES et utilise les mêmes terminologies. On parle de transition. On parle encore là de transition. Non, je pense qu'il n'y a pas péril dans la demeure. Dans tous les cas de figure, et Landry l'a si bien dit, aujourd'hui, ils se sont séparés. Demain, ils peuvent se retrouver. D'accord. Merci, monsieur, pour votre avis sur cette question. On va refermer cette émission avec les